Nous allons dire merci à David Nana et à Cynthia Hilaire Pascal qui nous ont cédé l'antenne respectivement à la radio et à la télé pour cette nouvelle convocation. Nous sommes à la 3e convocation du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez suivre en un clic sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, le juge Geoffroy Baha. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Celui qui est à la barre du tribunal de l'actualité ce matin est un homme aux multiples casquettes, homme politique, opérateur économique, chef traditionnel. Thomas Bagamzare, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est une tête couronnée de bouderie dans le Boulkiemde. Il est également un cadre du NTD, Nouveau Temps pour la démocratie, et président de l'association des anciens maires et élus locaux et chefs traditionnels, on l'a dit. Alors, bienvenue sur ce plateau et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Merci. Bonjour à tous, président et au juge VAR, et bonjour également aux téléspectateurs. Alors, quelle peut être la contribution des chefs coutumiers, des élus locaux dans cette lutte contre le terrorisme? La question sera posée à notre convoqué du jour, mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge Vara, vous avez la parole. Oui, merci président. Moi, je vais m'intéresser à une opération qui a été lancée par la mairie. Et le point a été fait, je pense, c'était le 7 décembre. Et c'était le contrôle des documents nécessaires à l'exploitation d'un taxi et toute autre infraction liée au code de la route. Et donc, il y a plus d'une centaine de taxis qui avaient des problèmes. Et donc, qui ont été mis en fourrière et donc exhorter les chauffeurs de taxi et donc ceux qui sont dans le domaine opérateur à se mettre en conformité avec les règles en la matière. C'est intéressant, mais allez voir un peu les photos ou les vidéos, allez voir les taxis en question. Bon, je suis pas surpris qu'on ait à chaque fois avec le Renlac nos agents sur la route qui figurent parmi les plus corrompus dans les rapports du Renlac. Ces véhicules-là ne peuvent même pas circuler. C'est-à-dire qu'ils vont finir, on va les revoir encore dans nos ruelles. Ça devrait être déclassé. C'est même pas possible quand vous regardez certains taxis qu'ils continuent de circuler. C'est-à-dire que si, ça veut dire qu'ils vont encore sortir de cette fourrière-là et puis revenir sur nos voies, ça veut dire que chaque point je ne sais pas moi, de contrôle devant lequel il passe, c'est qu'il a laissé de l'argent. Sinon, ce n'est pas possible qu'il puisse circuler sans laisser de l'argent sur la route. Vous regardez les phares, vous regardez le véhicule. C'est-à-dire, même à vue d'œil, il y a plein d'irrespect de texte. Quand on est dans une réalité comme ça, ça fait de la peine et puis ça fait sourire en même temps. On prend 100, on donne des contraventions, les gens viennent, ils payent, et là encore ils s'arrangent et après ils ressortent. Et puis, bonjour, ça continue. Je me demande où sont les fameuses mesures qu'on nous annonçait. On va rajeunir le parc. On a pris des engagements notamment avec l'association des chauffeurs de taxi pour des facilités en termes d'importation de véhicules, en termes d'âge intéressant ou même neuf, tout cela. Toutes ces mesures qui sont lancées et puis on nous a appelé, nous, journalistes, pour faire le point. Et on en a parlé dans nos sessions d'information où tout ça là s'est passé. Arrêtez-vous dans Ouaga et puis regardez les taxis qui sont en train de passer. Ça ne fait pas honneur à ce que nous avons comme capitale. Et ça, c'est notre réalité. On entretient nous-mêmes une corruption. Parce que quand on laisse des véhicules comme ça circuler du matin au soir, ça veut dire clairement que celui qui est l'agent qui est posté sur la voie, ça lui donne tout le moyen de prendre quelque chose et puis de laisser le monsieur continuer avec le caractère dangereux de l'engin dans lequel il roule et puis l'exposition des clients qui eux aussi n'ont même pas le choix. Mais c'est triste. Qu'est-ce que vous voulez? On fait semblant de changer, mais en fait, l'affaire de point levé, là, tout le monde aime lever son point, mais personne n'est prêt à changer parce qu'il pense que changer, là, ça commence par l'autre et pas par nous-mêmes. Et quand moi je regarde ça, ça me fait rire venant de la mairie parce que, bon, c'est des opérations pour lesquelles, de façon cyclique, on aura droit, mais qui, pour moi, sont sans impact vrai. Si vous voulez changer les choses, il faudrait être plus volontaire, être plus ferme et puis être plus courageux.
Merci, Juge Va, pour ce coup de gueule. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8 heures sur les médias leaders True TV et Watt FM. Thomas Bagamzare, cadre du NTD Nouveau Temps pour la démocratie, est sur notre plateau. Il est également président de l'association des anciens maires et élus locaux du Burkina Faso. Une fois de plus, bienvenue à la barre du Tribunal de l'actualité. Merci beaucoup. Alors, en préparant cette émission-là, on est tombé un peu sur certaines actualités. Alors, on se rappelle encore de cette décision des maires, notamment vous étiez le chef de file, d'attaquer cette décision de la transition, de dissoudre les collectivités. À son temps, ça a été vu comme une décision courageuse. Avec le recul, comment vous voyez cette action-là? Si c'est à refaire, vous allez le refaire? J'allais dire que si c'est à refaire, je vais le refaire. Vous savez, et c'est ça qui fait, j'allais dire en tout cas, qui apporte en tout cas quelque chose de bien, non seulement au niveau donc du droit, ça fait évoluer le droit, parce que le jugement en question a été commenté par un grand professeur, professeur Younaba, ça y est sur la place publique que vous pouviez voir, et il a montré un peu dans quel cadre nous avons été déboutés, et pourquoi nous avons été déboutés, et également aussi dans quelles conditions l'État également aussi ne va pas se laisser faire dans la mesure où il pense à un certain moment donné que revenir finalement sur cette dissolution des collectivités allait probablement le fragiliser un peu. Donc l'un dans l'autre, quand vous regardez, je l'ai lu, je l'ai compris, mais je ne suis pas suffisamment rassuré parce que je me dis que la prochaine fois, je prendrai des mesures, si c'est encore nous. Mais puisque ce n'est pas nous, mais ceux qui vont le faire certainement, pourront éventuellement donc prendre toute la mesure nécessaire avec déjà les différents commentaires qui ont été portés dans la place publique et avec également aussi le jugement, j'allais dire l'arrêt, qui montre un peu quelques défaillances. Certainement savoir s'y prendre et puis mieux attaquer finalement en tout cas une décision de ce genre. Mais à l'époque en tout cas nous avons pensé que c'était normal que nous puissions le faire parce que la Constitution ne le permettait pas, le Code des collectivités ne le permettait pas, notamment c'est les textes réglementaires. D'accord. Juge Va, question de généralité? Oh non, je veux qu'on aille direct parce qu'on a tellement de... J'ai peut-être une dernière question de généralité. Vous êtes une tête couronnée, je l'ai rappelé. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Vous ne manquez pas une occasion pour donner votre point de vue sur l'actualité nationale et internationale. Récemment, c'était le cas Kémy Séba et également ce qui s'est passé à Kaya. Alors, quand on parle de réseaux sociaux, c'est un débat d'idées, mais il y a beaucoup aussi qui avancent masqués. Vous êtes une tête couronnée. Est-ce que vous n'avez pas peur que dans ce débat d'idées-là, les gens vous salissent parce que c'est aussi la crainte de certains? Non, c'est vrai ce que vous dites, parce que vous savez très bien que lorsque nous portons cette charge, nous devrons avoir finalement, en tout cas, nous ne devons pas avoir finalement une langue inflammatoire, parce qu'il ne faut pas enflammer, mais il ne faut pas non plus, se taire et regarder. Ça voudrait dire justement qu'avec cette charge, on doit faire parler, voir la sagesse, voir la tempérance, et également aussi être ferme sur un certain nombre également aussi de dérives qui peut également aussi nous amener finalement à des situations pour lesquelles nous ne voulons pas. Vous savez, quand on est c'est vrai, la vie politique actuelle, lorsqu'il y a un problème lorsqu'il n'y a pas de problème, on se dit, on s'en fout des têtes couronnées. Mais lorsqu'il y a un problème, un petit couac seulement, vous voyez bien qu'il court pour aller se réfugier finalement sur les têtes couronnées, parce que les têtes couronnées incarnent justement la sagesse, incarnent la tempérance, incarnent en tout cas l'intégrité, pour beaucoup en tout cas, surtout la hiérarchie. Donc à ce niveau, et de temps en temps quand même, il faut pouvoir dire également aussi les choses pour que ça puisse contribuer. Dans le débat public et débat politique. Je me dis, je suis aussi, quoi qu'on dise, un homme public. Donc, donner de temps en temps quand même son point de vue sur la question ne fait que apporter également aussi quelque chose dans le débat politique, dans le sens soit de faire comprendre et d'accepter ce qui se passe à une période donnée.
D'accord. Alors, juste voilà dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, difficile de parler de la situation, en tout cas de l'actualité burkinabé, sans parler de la question sécuritaire. On l'a dit, vous êtes chef traditionnel. La question du terrorisme implique tout le monde, demande l'implication de tous les citoyens à chaque niveau. Alors, quel est votre regard justement sur ce qui se passe au Burkina Faso? Pour beaucoup, les chefs traditionnels ne sont pas suffisamment impliqués, ou peut-être que vous faites un travail de l'homme. Dites-nous, quelle est votre posture par rapport à ce qu'on a aujourd'hui comme crise sécuritaire au Burkina? Bon, il faut en tout cas reconnaître qu'au niveau donc, de la chefferie traditionnelle, très souvent, le politique vient vers les chefs traditionnels quelquefois un peu tard. Et alors qu'on doit les impliquer, que ce soit les chefs traditionnels, que ce soit les religieux, je pense que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, c'est vraiment la situation est très grave. Et je pense également aussi qu'à ce niveau, tout ce qui concourt pour ramener en tout cas la sécurité dans le pays est vraiment nécessaire. Et je pense également aussi que les têtes couronnées, je vais dire en tout cas les chefs traditionnels, coutumières, doivent également aussi savoir que le pays c'est pour eux. Mais il faut également aussi, comme je l'ai dit, c'est quand même le chef de l'État, le gouvernement qui ont les mallettes et qui doivent également aussi actionner. Et je pense qu'au niveau donc des chefs traditionnels, des concertations sont en train de se faire parce qu'on a vu également aussi que au niveau de quand le Burkina, la Haute-Volta d'antan, avait été dispersé en 1932, c'est avec les têtes couronnées, je pense bien, que nous avons pu reconstituer en tout cas notre pays. Et je pense qu'il n'est pas tard pour le moment, en tout cas de s'asseoir avec la hiérarchie de la chefferie traditionnelle pour voir dans quelle mesure ils peuvent également aussi apporter comme contribution conséquente à la lutte contre l'insécurité. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans le pays où tout le monde fuit, même le chef, je venais de lire tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, qu'il y a le palais au niveau de Yatenga, Ronga, ou c'est quelque chose comme ça, qui a été brûlé finalement cette nuit ou c'était hier. Alors, quand ça devient comme ça, personne n'est à côté. Le chef aussi ne peut être chef que s'il a ses sujets. Donc, il part avec les sujets, c'est vrai. Mais c'est le chef également aussi qui peut regalvaniser finalement, en tout cas, remobiliser finalement, en tout cas, cette population, s'ils ont de quoi effectivement se battre. Et pour moi, j'ai suivi hier également aussi Alouna qui parlait. Pour moi, et pour nous, il faut véritablement armer également aussi les populations. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est devenu une guerre d'occupation. Et pour cela, moi, c'est-à-dire, à l'heure où nous sommes, si on vient nous retourner ici, est-ce que vous pensez que les chefs traditionnels vont encore fuir? Ils ne pourront plus fuir. Ils sont obligés de faire face à l'ennemi. Et par conséquent, je pense qu'il faut qu'il y ait une concertation vite et urgente avec les autorités pour qu'on puisse poser finalement un certain nombre de préoccupations, de problèmes, qu'ils puissent également aussi parler avec leur population et que à chaque fois que désormais l'armée va finalement repousser les occupants, que nous puissions reprendre finalement nos terres et que nous nous armons pour également aussi, en tout cas, défendre notre territoire. Et je pense que c'est, en tout cas, sur ce point, les chefs traditionnels, ils sont pratiquement fin prêts. Ils attendent tout simplement finalement que le pouvoir dise quelque chose. Vous savez très bien, les chefs traditionnels, surtout la hiérarchie, ils n'aiment pas tout le temps appeler pour dire, bon, écoutez, faites ceci, faites cela. Mais on les a convaincus pour dire, écoutez, la situation est très préoccupante, il faut qu'eux aussi, ils puissent effectivement donner un peu de la voix pour qu'ensemble nous puissions trouver en tout cas une solution pour gérer en tout cas cette crise qui est vraiment, j'allais dire en tout cas, pour moi c'est une occupation, hein. Ce n'est plus du djihadisme ça. On est en situation de guerre. Voilà. Oui, vous dites que les chefs traditionnels attendent, j'ai comme l'impression que c'est qu'il y ait un geste qui vienne de l'État, mais qu'est-ce qu'ils attendent concrètement? Et puis qu'est-ce que vous pensez être possible en termes d'implication et d'apport? Je crois que ce qui est important,
c'est ce qu'ils attendent. C'est d'une part, par exemple, comme je l'ai dit, il faut essayer donc de reprendre finalement, j'allais dire, les villages, les communes occupées. Parce qu'aujourd'hui, même si le chef, il mobilise bien sûr sa population, bon, pour aller finalement contre ces gens-là, ça va encore être difficile si nous n'avons pas finalement, comment dirais-je, un apport important au niveau de l'armée. Il faut repousser et puis immédiatement, on met en place finalement le système donc d'occupation. Nous reprenons nos terres et maintenant on s'organise et comme je dis, il faut armer les gens. Aujourd'hui, ceux qui viennent avec les armes, ils les trouvent où? Est-ce qu'ils passent par des, je ne sais pas moi, par des accords pour avoir ces armes? Mais il faut que le gouvernement trouve en tout cas les moyens pour donner davantage plus j'allais dire en tout cas de logistique pour les différents chefs, les différentes populations, pour qu'ils aient le courage également aussi d'y aller. C'est un peu ça que moi je parlais. Okay. Non, allez, je voulais juste réagir sur ce chapitre-là. Moi, je sais qu'il y a quelques jours seulement, Nana, qu'on a reçu ici, qui parle souvent au nom de VDP. Il a un mouvement dont je vais retrouver le nom. La résistance populaire. Voilà, c'est cela. Il disait la situation des VDP, comment c'était compliqué. Alors que quand on a vu le schéma qui avait été fait et adopté au niveau de l'Assemblée nationale, ça met au cœur, même dans le recrutement et tout, je vais dire ceux qui ont l'autorité au niveau local et tout. Parce que même les recrutements, l'enquête ou la question de moralité, il y a les villageois et tout le monde qui est là qui atteste de ce que lui là on peut le prendre parce qu'il est de telle famille, on le connaît, il est de bonne probité et tout et tout. Donc ça devrait être à la fin, quand on regarde, une gestion dans laquelle, au fond, quand on dit dans une commune rurale, dans un village et tout, au fond, ceux qui ont tous les cutis pour dire ceci ou cela, c'est les chefs. Donc au fond, quand vous regardez, il y avait comme un pouvoir qui leur était dévolu, qui devrait permettre d'avoir peut-être dans ce qu'on a comme petite organisation au niveau local, avoir des gens qui puissent aller avoir de la formation, venir avec un certain matériel et puis avoir de l'accompagnement et tout. Mais après, quand la question des VDP, ça ne s'est pas forcément bien passé jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait vraiment entendu les chefs en parler. On a plutôt entendu ces jeunes qui se débrouillaient là, se mettre en association, venir dire ah bon écoutez ça ne va pas parce que bon on nous a oubliés, aujourd'hui la situation sécuritaire dans nos régions elle est encore plus alarmante. On a tenté de se faire enrôler, d'ailleurs pour avoir la formation c'est même pas tout le monde qui l'a, les quelques-uns qui ont pu se faire former c'est eux qui viennent former les autres, donc n'attendez même pas qu'on vienne leur donner des armes et voilà la réalité. Mais ça on n'a pas vraiment entendu cette chefferie là porter cette voix. Oui, vous savez, je vais vous dire une chose, le chef il incarne l'intégrité. D'accord. Il incarne également aussi la sagesse, mais tout en restant intègre. Alors, il y a des chefs, comme je l'ai dit, il faut connaître un peu les différentes coutumes. Ils ne vont pas se lever pour aller demander. Mais je dis qu'aujourd'hui, au niveau du pouvoir étatique, ils doivent également aussi aller vers les chefs pour leur demander qu'est-ce que vous avez besoin. Quand on parle finalement donc de recrutement donc des VDP, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que si vous le faites également aussi avec l'appui de la chefferie, parce que également aussi dans la chefferie, comme je l'ai dit, il faut passer par la hiérarchie. Parce que si vous ne passez pas par la hiérarchie, vous partez finalement sur la base donc des petits chefs tout autour, ou pour lesquels ils sont quelquefois même enrôlés dans les différents partis politiques, et ils parlent plutôt, quand on arrive, chacun veut tirer finalement la partie pour tel parti ou machin, c'est-à-dire les questions partisanes là, il faut laisser tomber. Et c'est le chef et le vrai qui incarne effectivement la rigueur, qui incarne la cohésion, qui incarne en tout cas l'intégrité. C'est eux qui peuvent effectivement, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a même pas besoin de dire qu'il faut sélectionner. On doit sélectionner, c'est vrai, parce qu'il ne faut pas prendre non plus n'importe qui deviendra après pour... Mais on se connaît pratiquement tous au niveau des villages. Je vous dis qu'un bon chef de village, il a son village. Lorsque un étranger rentre dans le village, il doit être capable de savoir finalement, dans les heures qui suivent, qu'il y a un étranger qui est rentré dans le village. C'est surtout ça. Et donc, non seulement ils récoltent finalement donc les informations, les différents renseignements, mais ils peuvent être en tout cas un élément important
pour la mise en place finalement, en tout cas d'un système, j'allais dire, endogène j'allais dire en tout cas d'armée pour contrôler finalement en tout cas. Parce que souvent vous arrivez, il y a 10 personnes, 15 personnes sur des motos, et puis les gens fuient. Mais vous pensez qu'il faut faire de la guérilla, carrément dans les différentes communes et puis dans les villages. Quelqu'un qui vient, on le descend, même si avec des plombs neufs. Si nous, on avait toujours encore finalement notre CBMP, on avait une cartoucherie que nous fabriquions ici. Avec des plombs neufs, moi je suis sacheur. Je sais le plomb neuf jusqu'à quelle distance ça part et ça tue. Quand on va les taper, et ils vont savoir que les gens sont armés, ils vont vers eux, mais ils sauront effectivement qu'il n'y a plus... on va se rentrer dedans, advienne que pourra. Parce que dans tous les cas, tu vas continuer à fuir pour aller où? Je prends l'exemple comme un élève finalement à l'école primaire ou même au lycée, souvent, quand ils se suivent, il y a l'autre qui court, qui cherche à le taper. Lorsque l'autre s'arrête, il dit, bon, écoute, avance maintenant. L'autre, il reste plus loin, il dit, ah, fais attention, hein. Si je t'avais eu, tu allais savoir. Et puis il retourne, il rebrousse chemin. Il faut que nous fassions la même chose. Et il faut que nous armions, et il faut que nous ayons également aussi un langage fort. Moi, j'aurais préféré, par exemple, également, qu'à l'heure actuelle, le président enfourche maintenant sa tenue de combattant, sa tenue de guerre. Et qu'il aille, par exemple, au niveau donc, du Sanmatenga. Il s'assoit avec le chef du Sanmatenga. Et il discute. Il voit finalement quelles sont les différentes... Les chefs traditionnels vont leur montrer ce qu'il faut faire également aussi pour pouvoir le faire. Il y a également aussi des gens, même sur le plan... Moi, j'ai fait 79 Dablo. Mais Dablo, il y avait des gens qui pouvaient casser le marché. Avec de quoi? Avec des abeilles, avec des ceci, avec de cela. Mais écoutez, quand on vient un jour, tu ne sais pas quand ça arrive, tu cours et puis tu laisses tout. D'accord. Pour vous, il faut organiser la résistance. C'est maintenant la résistance ou rien. Il faut armer les populations, mais il y a une donne qu'il faut prendre en compte. C'est vrai qu'on parle de complicité interne. Cela a été rappelé par le ministre en charge de la Défense. Alors, en armant à tout vent, est-ce qu'on ne risque pas de donner les armes aux mauvaises personnes ou avoir ces armes-là entre les mains de ceux qui nous attaquent? C'est ça aussi la crainte. C'est des stratégies, mais je pense que lorsqu'on fait avancer et on fait reculer en tout cas l'occupation, quand les gens réoccupent finalement leur village, leur commune, il y a également aussi qu'il faut infiltrer également aussi un certain nombre finalement, par exemple de policiers, de gendarmes, dans la population. Et les chefs traditionnels aussi vont faire autant. Et je te dis qu'on va s'éliminer. Parce que tous ceux qui sont finalement des taupes, qui se retrouvent finalement au niveau donc des communautés, c'est parce que justement la situation le permet. Hein. S'ils voient, et puis on les tracte fort, ils réagissent un tout petit peu, vous allez voir finalement que les populations vont en finir avec eux. Ça au moins c'est clair. Donc ça veut dire que c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Et comme je l'ai dit, il fait par exemple un conseil des ministres au niveau donc à Kaya, à Banfora, comment ça s'appelle encore, à Fada, et un peu partout. Mais en allant, on amène également aussi toutes on prend toutes les dispositions nécessaires. Avec l'armée, avec les populations, on discute. Et lui-même, il peut rester 2 jours là-bas, il discute avec les populations, il les encourage, il les dit, écoutez, désormais c'est fini. Maintenant, c'est comme ça. Et vous allez voir. Parce que le problème qui se pose, quand on parle de leader, excusez-moi, mais le leader, c'est aussi avançons. Ce n'est pas aller et puis je suis assis. On avance. Tout en se protégeant, bien entendu, mais on avance. On a vu effectivement l'exemple dans d'autres pays où les premiers responsables finalement sont montés finalement au niveau du front. Et on bataillait. Et s'il faut laisser la peau, je laisserai la peau. Nous avons vu également aussi en 85, en quelle année, et avec Thomas Sankara. Mais alors, il était où? Il était devant. Et je pense que maintenant, là, il faut cesser finalement donc aujourd'hui, il faut déclarer même, j'allais dire, l'état de siège dans toutes ces régions. Et également aussi déclarer
que nous sommes en guerre et déclarer la guerre de façon ouverte. Et travailler en sorte que si nous n'avons pas les armes, que nous puissions trouver les armes où que ce soit avec les partenaires sûrs. Il ne faut pas aller avec les partenaires qui nous voient là, mais il faut aller avec des partenaires sûrs pour effectivement trouver donc les moyens et donner les moyens également aussi, j'allais dire en tout cas. Parce que quand vous parlez également aussi d'autres moyens, il faut également aussi voir la question également aussi, même de nourriture. Parce que le chef, il va s'asseoir, les gens vont combattre, le chef n'a pas un grain de mil finalement pour donner à ces populations, ça va également aussi poser un problème. Donc toute la chaîne là, ça doit être regardé, vissé et puis avancé. Moi je suis sûr qu'on peut faire quelque chose et on doit faire quelque chose. Oui, moi je reste sur la question d'armer en tout cas le plus grand nombre de Burkinabés pour faire face à cela. Et il y a aussi une réalité, c'est que peut-être qu'aujourd'hui c'est il y en a qui disent terrorisme, il y en a qui disent c'est une force d'occupation. Dans tous les cas, cette nouvelle menace là a fait oublier, en tout cas fait passer en second plan, ce que nous vivions aussi dans nos sociétés, c'est-à-dire les conflits intercommunautaires, et qui faisaient aussi, quoi qu'on dise aussi, par moments beaucoup de morts, pas dans la même proportion, disons-le de façon très claire. Même quand on prend, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, c'était Yirgou, des Ani, des hommes armés non identifiés qui viennent, qui frappent, et puis après, quand ils sont repartis, c'est des communautés qui se sont tapées entre elles, en train de s'accuser. Si on s'arme, est-ce qu'on oublie, il ne faudrait pas aussi être plus prudent? Parce que quand on regarde comme ça dans certains pays, ces comparaisons n'est pas raison, mais faire des parallèles quelquefois n'est pas fou. Dogon, Peul, au Mali, quand la question terroriste se tasse un peu, c'est eux qui se frappent parce ils sont vraiment bien armés. Et c'est des morts que vous comptez dans les mêmes proportions que ce que font les terroristes avec leurs attaques. Est-ce que ce n'est pas des choses aussi qu'il faut craindre? Oui, ce que vous dites est juste. Mais à l'heure actuelle, ce que nous devrons faire, c'est récupérer finalement en tout cas nos territoires. Notre territoire. C'est plus urgent. Ça c'est c'est plus urgent. Et la deuxième, elle peut également aussi se régler. Et comme je l'ai dit, en impliquant également aussi, souvent comme je l'ai dit, les têtes couronnées, ils doivent être à mesure de pouvoir régler cette question-là. Vous savez, on vivait et sans problème. Quand vous prenez finalement les Peuls, les forgerons, les Peuls, les bobos, les quoi, c'est tous des parents à plaisanterie. Nous devrons également aussi actionner finalement d'autres leviers pour voir comment on peut régler cette question-là. Mais souvent, c'est le fait que quand ça se passe, nous c'est-à-dire le pouvoir même reste tranquille et se dit il ne faut pas toucher, c'est des ceci, c'est des cela. Non. Dès lors qu'on doit s'appuyer, on frappe correctement. La loi est là pour sévir, on sévit. Mais il y a également aussi que la loi ne peut pas tout régler dans ce genre de questions. Il faut également aussi utiliser finalement, j'allais dire en tout cas les coutumiers, les religieux. Moi je suis sûr que si vous dites par exemple à les communautés musulmanes, les communautés chrétiennes et tout, nous sommes en guerre. Et que chacun doit effectivement dire à ses fidèles de sortir. Je sais également aussi que beaucoup de choses vont changer. Parce que les gens attendent ça pour y aller. Et comme je l'ai dit, pendant que ce problème se règle, étant donné que nous sommes bien au courant que cela peut se retourner après, lorsque nous aurons chassé finalement, en tout cas notre adversaire, notre ennemi, mais il faut commencer à y réfléchir et à voir dans quelle mesure, lorsque la guerre va finir, comment il faut réorienter finalement non seulement le développement, parce que quelquefois aussi la question également aussi, il y a un problème de développement et de gouvernance. Il faut également aussi qu'il y ait une gouvernance vertueuse. Si vous n'avez pas une gouvernance vertueuse, ça pose également aussi des problèmes. C'est ça qui amène la discrimination. Quand on doit amener finalement un forage ici, on amène le forage là. Si on doit faire ceci, on doit amener là. Parce que, quoi qu'on dise, nous savons tous aujourd'hui que le Sahel est quand même un îlot très riche pour nous. Et il faut que ça profite finalement à ceux qui y vivent et à l'ensemble donc, du peuple burkinabé. Mais si nous restons là, et puis, quand je prends au niveau donc, des mairies, quand j'étais maire, c'était la même chose. La plupart, finalement, d'un certain nombre de projets, ça se fait finalement au niveau des grandes villes, comme si c'était les grandes villes, tout simplement, alors qu'on a décentralisé, justement pour que chacun puisse rester dans son terroir et pouvoir effectivement avoir l'intelligence donc, de développer et de pouvoir faire vivre correctement la commune. Mais si les moyens ne sont pas donnés, si les moyens, on centralise toujours tout,
si on n'a pas un contrôle conséquent et qui permet d'avoir une bonne gouvernance, on va envoyer, ça va rester encore finalement, ou alors on reste toujours au niveau central et ce sont les responsables qui gèrent, qui font tout, qui ne veulent pas. Mais j'allais dire que la décentralisation en souffre énormément à cause donc de ces questions-là. Il faut donner les possibilités aux différents maires de faire leur travail. Cependant, il faut être très très rigoureux. Mais ici, il faut laisser tomber finalement cette question donc de questions partisanes. Il faut être ferme dans la gouvernance. D'accord. Celui qui a fauté, eh ben, on le sanctionne. Mais s'il n'y a pas de sanction. Thomas Bagamzare est notre convoqué du jour. Il est cadre du NTD, Nouveau Temps pour la démocratie. Je l'ai rappelé, vous êtes également président de l'association des anciens maires et élus locaux du Burkina Faso. On va parler justement de cette casquette-là. Vous l'avez dit, vous avez été ancien maire de Kindi. Quand on parle de la question sécuritaire, il y a aussi une crise humanitaire avec le nombre de déplacés qu'on a. Et très souvent, ce sont les maires qui se retrouvent en première ligne pour gérer les questions de prise en charge des déplacés. Finalement, comment vous analysez ce fait-là? Est-ce que les maires sont suffisamment outillés pour pouvoir prendre en charge ces questions? Parce qu'effectivement, on a des informations qui nous reviennent dans certaines zones où c'est vraiment très difficile. Non, comme je l'ai dit, je compatis en tout cas à la douleur en tout cas des différents déplacés. Mais au niveau donc par rapport à cette question, les maires sont les maires, mais ils n'ont pas, j'allais dire en tout cas, les mallettes nécessaires, les moyens nécessaires parce que déjà même avec ta population que tu avais, c'était difficilement gérable parce que tu n'as pas les moyens comme il le faut. Et maintenant, il y a d'autres qui viennent. Je pense que l'État devrait voir c'est-à-dire les maires devraient voir avec leurs anciens collègues des villages ou des communes qui se sont déplacés finalement dans une autre collectivité ou dans une autre commune, ou du moins qui les reçoit, pour qu'ils voient ensemble. Parce que le maire, il doit pouvoir être toujours avec sa population. Mais s'il se retrouve à Ouagadougou, le sac à main, et tout, ça va pas, il faut être là-bas. D'une part. Et d'autre part, comment dirais-je, continuer, en tout cas à alerter, continuer à poser les problèmes au niveau donc, de l'administration. Mais comme je l'ai dit, au niveau de l'administration, c'est quelque chose qui est comme fermé, ou quelquefois, c'est très compliqué. Et ça, c'est dû effectivement à la gouvernance actuelle. Mais pas actuelle, même avant. Parce que quand vous n'avez pas une gouvernance vertueuse, ça pose un problème. Et chacun maintenant qui vient veut profiter finalement d'une situation donnée pour se mettre quelque chose dans la poche. Et c'est ça qui est dommage. Sinon, pour moi, les maires doivent être avec leur population là où ils ont été déplacés. Et discuter également aussi avec leurs collègues maires qui les reçoivent pour voir comment dirais-je, le budget qui avait été voté finalement, pour lequel c'était pour la commune, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est pour la commune, c'est pour le développement de la commune, mais c'est en partie également aussi pour les hommes. Et les moyens également aussi qui sont mis à leur disposition de bien vouloir regarder clairement dans la distribution, dans les différents dons qu'on donne. Il faut que les gens soient également aussi sérieux par rapport à cette question. Je pense que si les maires, en tout cas, ils sont d'une importance, j'allais dire, ils sont importants en tout cas dans la chaîne. Et il faut effectivement qu'ils soient avec leur population. Qu'ils vivent les réalités de leur population. Parce que c'est les populations qui l'ont mis là. Autrement, il faut tout simplement, pour moi, mettre finalement les délégations spéciales. Parce qu'à un certain moment donné aussi, de toute façon, si on continue à prolonger finalement donc les conseils, mais ils deviennent illégitimes. C'est justement ce que j'allais dire. Voilà. Que vaut un maire d'une localité qui est occupée, qui se retrouve ailleurs, avec les habitants de la localité qui sont des déplacés internes, donc ils sont ailleurs. Vous avez parlé du budget. Le budget, par essence même, c'est une prévision des recettes ou des dépenses. Il ne peut même plus avoir les recettes parce que la commune, elle se finance à partir de ce qu'elle collecte. Il n'y a rien à collecter puisque souvent, c'est un autre drapeau qui est de l'autre côté là-bas. Est-ce que ça a un sens encore d'être maire? Est-ce que ça... Je veux dire, vous êtes maire de quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire vous êtes juste un déplacé interne parmi tant d'autres. C'est la réalité à la fin. Oui, ce que vous dites est une réalité, mais on ne peut pas non plus
ne pas reconnaître finalement que c'est un maire. Dans des conditions difficiles qu'il a été obligé de déguerpir finalement, ou en tout cas de fuir sa commune. C'est pas de gaieté de cœur. Mais comme je dis, quand il arrive donc à cette situation, ce qu'il faut faire également aussi, c'est qu'il faut être résilient. Il faut développer en tout cas des initiatives tendant, parce que dans tous les cas, si vous travaillez avec la nouvelle commune, avec le responsable le conseil municipal de la commune qui reçoit finalement donc les déplacés, mais vous pouvez certainement trouver d'autres moyens. Parce que les gens aussi, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie d'être assis et qu'on vienne tout le temps leur tendre finalement le peu. Ils ont besoin de travailler et ils peuvent travailler. Et c'est à eux d'imaginer justement ce mécanisme en attendant de trouver en tout cas meilleur pour pouvoir retourner sur ce jeu. Et là, ça peut encore faire en tout cas des recettes qui permettent au moins de faire vivre finalement ces populations-là. C'est ce que je pense. Moi, j'ai peut-être un petit commentaire. C'est vrai que quand on regarde dans cette situation, la plupart des maires qui ont des localités, qui étaient dans des localités qui étaient d'abord inquiétées et après maintenant occupées, vous allez voir que c'est difficile même la question de légitimité. Parce que le maire lui-même, pour sa propre sécurité, souvent il est obligé de partir avant les populations. Parce que ce sont les cibles privilégiés. Avec Bernard Bougma, j'en discutais avec quelqu'un il y a maintenant un peu plus de... Ça vaut maintenant 1 an et demi, 2 ans. Mais, monsieur le maire, les messieurs là, je parle des personnes dont on ne connaît pas le visage, les gars l'appellent très souvent. Bonjour monsieur le maire, c'était juste un bonjour. Et vous dites de ne pas venir ici parce que si vous vous amusez, voilà ceci, voilà cela. Et ça dit qu'on vous terrorise comme ça à chaque fois. Mais les populations ne comprennent pas pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas venir. C'est comme si vous les avez lâchés dans des difficultés. Et ça pose déjà problème. Maintenant, quand vient maintenant le pire, où tout le monde est obligé de fuir, quand on vous voit après, vous êtes moins que légitime même d'ailleurs. Donc c'est vraiment la situation dans laquelle... C'était juste un petit commentaire que je voulais. Non, mais moi je pense que par rapport à ça, je suis totalement d'accord. C'est pourquoi je pense que en termes de solution, si les maires ne peuvent pas, en tout cas, travailler correctement, il vaut mieux mettre des délégations spéciales avec des militaires. Pour moi, il faut mettre pas militaires, enfin des FDS qui vont contribuer à sécuriser autant que je peux. Et puis discuter également aussi avec les responsables coutumiers, religieux, traditionnels et avec les populations pour voir comment ils peuvent, chaque fois que nous récupérons, qu'ils puissent replacer finalement les uns et les autres. D'accord. Alors, je l'ai rappelé, vous avez une coloration politique, vous êtes un cadre du NTD, un parti membre de la mouvance présidentielle. Tout à l'heure, vous l'avez dit, pour gagner cette guerre-là, il faut un leadership fort du commandant en chef, il faut également une gouvernance vertueuse. Mais je suis tenté de vous demander, qu'est-ce que vous faites puisque vous faites partie de la solution, ou en tout cas ceux qui doivent apporter la solution? C'est vrai. Et à ce niveau, je vais être très clair. Notre parti est un parti qui a sa vision. Et nous avons, depuis le début, depuis 2015, nous avons créé et nous avons dit, celui qui est notre leader en ce moment pour pouvoir conduire finalement en tout cas notre pays, c'est le président Roch. Et nous n'avons jamais failli finalement par rapport à cette question. Nous l'avons toujours soutenu et nous le soutenons jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut se dire également aussi qu'au niveau donc de la majorité, beaucoup souvent ne veulent pas qu'on dise. Mais quelquefois, nous-mêmes, nous sommes plus traités d'opposants par rapport à chose, mais nous acceptons parce que nous voyons les qualités d'un homme. Nous voyons qu'il incarne en tout cas la cohésion et l'humanité finalement autour donc de tout le monde. Nous acceptons également aussi ce supplice, parce que je dis que c'est un supplice, parce que voir effectivement soutenir finalement cela à travers nos camarades d'en face, ce n'est pas simple. Nous sommes si vous voulez, dans la moule APMP, mais attends, il y a ce que nous aussi, nous apportons comme contribution et comme, j'allais dire, réflexion au niveau du chef de l'État pour lui dire, bon, voilà, tel côté, nous pensons qu'il faut aller dans ce sens, dans ce sens. Mais comme vous savez, on n'est pas les... comment ça s'appelle encore? On n'est pas les... on n'est que deuxième force si on parle finalement au niveau de la PMP. Majorité. Voilà. Mais quelquefois, souvent, on ne nous écoute pas. Non mais attention, vous dites que. Oui. Deuxième force, c'est pas que. Deuxième force, au sein de la BNP, ça veut dire que vous pesez. Maintenant, moi, le problème, c'est que très souvent, et depuis qu'il y a... Ça chauffe,
faut dire ça comme ça chauffe sur la majorité avec toute la pression qu'il y a depuis Nata et d'autres aussi avant. La plupart des partis politiques qu'on reçoit ici de la majorité, ils assument plutôt un rôle du genre, nous on donne notre avis, genre comme si c'était des conseillers. Avant, nous épousons la vision du président Roch Kaboré, nous l'accompagnons. Aujourd'hui, chacun des partis vient nous dire, nous on a notre vision. C'est comme ça chauffe. Bon, nous on donne des conseils, on dit il faut faire ceci, il faut faire cela, on ne nous écoute pas forcément. Tout le monde dit la même chose, mais vous êtes là-bas pourquoi alors? Oui, je vous ai dit au tout début, depuis 2015, nous avons en tout cas porté notre choix au président Roch. Et nous avons vu effectivement que son programme, sa vision, avec le nôtre, en tout cas il y a une cohérence. Donc nous l'accompagnons. Mais comme je l'ai dit, prenez les élections finalement qui viennent de se passer. De 2020. Voilà. Mais l'ensemble donc j'allais dire, en tout cas il y a d'autres qui viennent s'ajouter présentement, moi je ne parle pas d'eux. Mais ceux qui sont partis pour appuyer le président Roch pour sa réélection, vous prenez finalement tout l'ensemble de ces partis, ils sont combien? Près de 80. Mais ces 80, ils ont amené 47, y compris le MPP, ils ont amené 47%. Nous, NTD seuls, nous avons amené 10% pour faire le coup KO. Mais nous sommes sortis avec quoi? Le seul ministère que nous avons, même pas un ministère d'État. C'est quoi? Donc c'est un partage à la fin, au prorata de ce que vous avez apporté? Ce n'est pas une question de partage. Mais il faut dire également aussi qu'on ne peut pas être un politique. Vous travaillez politiquement pour apporter quelqu'un, et amener quelqu'un, et qu'à la fin, ce sont les non-politiques qui viennent s'asseoir et qui savent finalement mieux parler et mieux partager. Et est-ce que c'est pas ça là qui nous a mis dans tous ces problèmes? On a contribué au coup KO, on a droit à un ministère, 2 ministères. Pour finir, on vous envoie des gens, vous demandez d'où ils sortent, mais comme c'est le poste d'un parti, le parti prend qui il veut, il met là. Et est-ce que c'est pas ça qui nous emmène dans les insuccès, les insatisfactions qu'on a, les résultats qu'on a? Mais bien sûr. Ça c'est évident. Et puis, comme je l'ai dit aussi, il ne faut pas, quand on met les gens, et puis, comment dirais-je, on n'essaie pas donc de les fouetter pour que ça puisse bouger. Chacun est là, il dit, ah non, écoutez, c'est le chef de l'État qui m'a mis ici. Moi, je suis venu par la grande porte. Vous n'avez rien à dire. Je vous prends un exemple. Quand il y a une situation qui est donnée, généralement, au niveau de la majorité, on doit avoir finalement, dans tel ou tel ministère, on doit pouvoir rencontrer le ministre, pour qu'il nous explique exactement ce qui se passe à l'intérieur. Mais au moment où, souvent, c'est lorsque ça choque qu'on vous appelle pour dire, écoutez, il faut qu'on tape pas un peu sur le ministre. Moi, je dis, si c'est dans des situations comme ça, moi, je ne pars pas. Quand on veut m'envoyer finalement dans des situations où, quand on arrive, il faut caresser tout simplement le ministre et puis englober, moi, je dis, je ne pars pas. Ça, au moins, c'est clair. Voilà, la situation est là. Alors, est-ce qu'il faut conclure que le NTD est à l'étroit au sein de la majorité? Beaucoup n'aiment pas cette question, mais bon. Mais oui, mais moi, de mon point de vue, moi, je ne parle pas parce que je ne suis pas le président du parti. Je suis un cadre du parti, c'est vrai. Mais de mon point de vue, on est vraiment à l'étroit. On est vraiment à l'étroit. Même si vous voulez, vous prenez finalement le ministère des Transports. Mais il y a des cadres là-bas, mon cher, même si le ministre veut mettre finalement, en tout cas, certains cadres, mais ils sont... comment dirais-je, au niveau d'un certain nombre de postes, j'allais dire même qu'ils sont occupés aujourd'hui, qui ne sont pas des cadres finalement donc du NTD. Mais c'est vrai qu'il faut apporter, comment dirais-je, il faut appeler finalement les différentes compétences nécessaires pour le faire. Mais quoi qu'on dise, on ne peut pas se faire à la Kiri. Des cadres aussi ont travaillé. Et s'ils sont bons et ils sont corrects dans leur fonction, ben, il faut également aussi les responsabiliser. Mais on ne peut même pas les responsabiliser. Tout simplement parce que d'autres disent non, ici, là, c'est quoi, on met notre gars. D'accord. Alors, si on vous comprend bien, ça veut dire qu'au sein des ministères, on a des intouchables, on peut les appeler comme ça. Bien sûr. Le chef de l'État a lancé une opération main propre pour assainir, en tout cas, l'administration et lutter contre la corruption. Est-ce que vous y croyez avec justement ce que vous venez de dépeindre comme réalité? Je pense que moi, j'y crois. Jusqu'à ce que je ne veux pas faire l'affaire de Saint Thomas. Moi-même, je suis Thomas. Mais je veux dire qu'il faut croire. Parce que le Seigneur a dit, écoute Thomas, il faut croire. Comment dirais-je, faut pas tout le temps rejeter, mais il faut croire quand même.
C'est pas la première promesse aussi. C'est pas la première promesse aussi. C'est pas le premier engagement. Oui, mais je vois que cette fois-ci, quand vous voyez même le chef de l'État, vous sentez effectivement que ça l'a vraiment sonné et qu'il se rend compte effectivement que même autour de lui, on ne lui dit pas la vérité. Et ça, c'est tout chef d'heure qui est comme ça. Parce que de temps en temps, lorsque ça va, vous avez toujours les courtisans qui sont là et qui courent tout le temps. Lorsque vous voulez vous approcher, on vous écarte très rapidement. Lorsque vous voulez amener une bonne ou une information importante, on vous écarte. Ça, c'est comme ça. Et très souvent, les chefs, même moi-même, j'aime souvent des choses comme ça. Mais ce n'est pas la vérité. Et il faut se départir et se regarder en face, te voir finalement dans le miroir pour savoir que c'est toi-même. Et je crois qu'aujourd'hui, de mon point de vue, et connaissant en tout cas le président va prendre en tout cas des mesures fortes. Dans tous les cas, s'il ne les prend pas, même pas mis là. D'accord. Juge va. C'est bien ce que vous dites. On attend de lui des mesures fortes et je pense même au sein de la majorité, chacun a compris que le Burkinabé était vraiment en colère, surtout avec ce qui s'est passé à Inata. Maintenant, il y a aussi une opposition qui est en face. Je pense que son ultimatum, ça court jusqu'à demain. Quel regard vous avez eu sur cet ultimatum-là? Et puis voilà. Non, je pense que l'ultimatum finalement donc de l'opposition, je les comprends, parce qu'ils font partie, en tout cas, de la population, du peuple, qui est effectivement en colère par rapport à la situation que nous avons. Ils ont également aussi, très souvent, attiré l'attention à tous les niveaux. Mais comme je l'ai dit, moi je pense que le chef de l'État a pris, en tout cas, la mesure. C'est ce que je pense. Parce que je parle au conditionnel, je ne peux pas être affirmatif. Mais, d'une part, il ne faut pas hésiter de rencontrer en tout cas cette opposition. Pour lui dire exactement, voilà également aussi ce que j'ai pris. Depuis que vous avez, depuis le problème, voilà ce que j'ai pris comme mesure. Dans tous les cas, ça se sent au niveau donc des FDS ou la gendarmerie, on est en train de changer par les hommes de gauche à droite. Mais en termes de moyens, voilà également aussi ce que nous avons pris. Je pense qu'il faut être très clair avec la population. Et comme je l'ai dit, il faut qu'il enfourche son habit de combattant. Et en discutant justement avec l'opposition, très clairement, ce ne sont pas, à moins que ce soit des apatrides, ils vont également aussi se rendre compte que même si eux, ils étaient dans la situation actuelle, ils ont besoin effectivement qu'on puisse les aider. Et comme on l'a dit, en ce qui concerne les déplacés et puis la lutte contre l'insécurité, mais il faut effectivement ramener l'ensemble de tout le monde autour de toi. Parce que tu es le chef suprême des armées, le chef de toute la population, du peuple. Donc il faut que tu montres finalement la voie à suivre en étant ferme par rapport à quoi que ce soit. Mais comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait la vérité. Parce que dans ce pays, les gens n'aiment pas aussi la vérité. Et c'est ça qui est... Ils n'aiment pas la vérité, ils ont peur de la vérité. Alors que même dans la Bible, on dit la vérité t'affranchira. Si tu dis la vérité, non seulement même tu es libéré. Tu es libéré. Mais si tu gardes finalement dans les mensonges et autres, tu vois finalement, parce que ça ne va pas t'amener quelque part, ça va que t'embourber davantage. Moi, je suis surpris que ces mots-là viennent de quelqu'un qui est de la majorité. Si c'était quelqu'un qui était dans le camp d'en face, il va dire, bon, ma voix ne porte pas, puisque je ne suis même pas avec lui. Quand je viens, il y a des suspicions. Mais moi, vous êtes avec lui tout le temps. Vous gouvernez avec lui. Donc, c'est vous qui ne dites pas la vérité au président. En partie. Je dis en partie. Parce que, comme je l'ai dit, il a même dit qu'il y a l'opération main propre. Mais il faut nettoyer d'abord, parce que c'est l'exemple qui donne l'exemple. Le poisson pourrit par la tête, mais c'est par la tête également aussi qu'on fait avancer les choses. C'est clair. Donc vous reconnaissez que dans son entourage aussi, il y a beaucoup de problèmes. Mais moi, ce que je demande, c'est qu'il nettoie dans un premier temps autour de lui. Il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas l'oncle, il n'y a pas la marâtre. On n'a qu'à fouetter proprement. Et vous verrez que les gens vont être tout droits. D'accord. Il y a des exemples. Prenez l'exemple de Sankara. Pour être ferme, pour donner des sanctions, il faut avoir une claire vision des choses. Le chef de l'État demande un rapport sur ce qui s'est passé à Inata. On a du mal à lui donner un rapport puisqu'il a rejeté le premier. Votre lecture par rapport à ça, par exemple? Oui, pour moi, je ne sais pas ce qui se trouve finalement, en tout cas dans le rapport.
Moi, je ne sais pas ce qui se trouve dans le rapport. En tout cas, mais ce qui est sûr, n'est pas satisfait. Voilà, il n'est pas satisfait. Mais pour moi, même 10 jours, c'est trop. Dans une situation pareille, là, 10 jours, c'est trop. Il faut lui dire que dans les 48 heures, là, sur ma table, il faut que ce soit déposé. Autrement, vous circulez. C'est comme ça. Et quand on doit être ferme, on est ferme. Et à tous les niveaux. Et on devient... Je vous ai dit, c'est maintenant la guerre. Advienne que pourra, dans tous les cas, il est même à son dernier mandat. Il a peur de quoi? Il a peur de quoi? Il a toutes les possibilités. C'est-à-dire, on lui a donné toute la force et tous les mallettes nécessaires pour faire avancer les choses. Celui qui ne veut pas, il circule. Le train a démarré là. Ça ne s'arrête plus. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à se jeter dehors. Sinon, ça continue et ça va jusqu'au bout. C'est comme ça que ça doit être. Moi, en tout cas, je pense que, réellement, ça, là, même 10 jours là, pour moi, c'est trop. Il faut leur dire que dans 48 heures... Mais ce qu'il a pu rencontrer, on n'a pas besoin de 10 jours finalement pour... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu dedans, mais est-ce qu'on a besoin de 10 jours vraiment pour regarder très clairement pour ce qui ne le convient pas? Ça veut dire qu'il a certainement un certain nombre d'informations. Donc vous lui dites ici, là, je veux que ce soit très clair. Dans 48 heures, sec. Point barre. Et puis, on fait circuler. On parle de l'armée quand même. Pour beaucoup, c'est un domaine assez sensible. Écoutez, l'armée. Vous savez pas, nous qui sommes assis comme ça, là, nous savons utiliser aussi les armes. Hein. Même si ce n'est pas des armes de haute qualité, machin. Et moi, je suis un chercheur. Ah oui. Il n'y a même pas de débat. D'accord. Et je sais qu'on peut également aussi, comment dirais-je, mais on n'a pas besoin d'aller loin pour... comment dirais-je, apprendre très rapidement aux gens, ceux qui sont sortis à Kaya là. Vous les armez, vous ne pensez pas que les gars là, ils vont faire fuir finalement tous ces groupes d'occupation là. Et ils vont les chercher. Et puis on les... Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut même pas dire finalement sur le plateau. Oui, quand on vous écoute avec beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de vérités en tout cas qui sortent. Pour vous, il faut aller très vite. Mais bon, on est à la première année aussi du second mandat. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Mais justement, c'est tout ça justement que le président vient de prendre, j'allais dire conscience, qu'autour de lui, on ne lui dit pas la vérité. Et je te dis que nous autres là, si nous voulons s'approcher, on te dit, tu sais, ce type-là, c'est comme... Mais on taxe souvent les gens de cette manière. Alors que le chef doit avoir tout. Mais tu ne peux même pas l'avoir même pour parler de quoi que ce soit. Oui, mais on s'entoure. Ça veut dire que ceux qui vous entourent sont d'abord votre choix. Donc c'est facile de dire non, on ne vous dit pas la vérité. Mais si vous êtes mal entouré. Mais c'est ça le problème. C'est pourquoi je vous ai dit... Il y a votre responsabilité aussi même en tant que président, dans le choix de ceux qui vous entourent. Dans le choix justement, c'est-à-dire il faut quand même que nous sachions qu'un chef n'a pas besoin, il ne veut pas, chaque fois qu'on vient lui dire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Parce que finalement, c'est toi qu'on va prendre finalement comme le pestiféré. Donc, il faut souvent il voit, pour se rendre compte qu'en réalité, il a fait le mauvais choix. Parce qu'il y a des moments où, quand tu parles, je te dis, bon, écoute, tu ne comprends pas. Bon, moi je ne sais pas, puisque c'est pas pour rien, moi j'aime pas qu'on dise que je suis un politicien. Ah non, moi j'aime pas qu'on dise que je suis un politicien. Parce que le politicien, vrai là, c'est quelqu'un qui peut vendre sa maman. Moi, je ne peux pas vendre ma maman. Donc, je ne peux pas être un politicien. Parce que j'aime les choses claires, les choses normales. Et c'est ça qui doit nous amener loin. Ce n'est pas le bricolage ou les petits coups bas, les intrigues qui vont nous amener loin. Il faut être très clair, il faut être net. Merci. Et la charge qu'on vient de nous donner encore en plus là, montre que nous devrons être intègres. On doit être droit et on doit dire la vérité, quel que soit Delta. Merci Thomas Bagamzaré. Avec vous, on a parlé de la situation sécuritaire. Je rappelle que vous êtes un cadre du NTD, Nouveau Temps pour la démocratie. Vous êtes également président de l'association des anciens maires et élus locaux du Burkina Faso. Situation sécuritaire, proposition pour sortir en tout cas de la crise. Vous avez donné votre lecture. On savait que vous ne faites pas dans la langue de bois. Vous êtes resté vous-même. En tout cas, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Juge Var, merci pour les clés de lecture. On met un point final à la présente convocation et on se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.